J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde donc un nouveau sujet qui est celui de l'art de la vie, qu'on pourrait associer aussi facilement, mais on verra la différence au fur et à mesure avec ce qu'on peut appeler aussi l'art de vivre. On va aborder les différences. Alors sur ce côté un peu définition de l'art de la vie, il n'y a pas encore de définition assez sec, assez claire sur ça. Par contre, sur l'art de vivre, c'est quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure. Il y a pas mal de choses autour et on va voir un peu les différences. Alors, en art de vivre, en tout cas, peut-être à voir les notions de l'art de la vie, il y a manière de vivre, d'être et de penser d'une personne ou d'un groupe d'individus. Donc c'est vrai que c'est vraiment un mot qui est assez utilisé dans le, on va dire dans le langage courant. Quand on parle d'art de vivre, on va même associer des nations, des choses comme ça, avec art de vivre à l'américaine, à la française, à la canadienne, etc. En termes de citation, et peut-être que c'est quelque chose là où on va pouvoir faire un lien avec le côté aussi art de vie. C'est une citation de Erasme, donc qui est un philosophe, humaniste et théologien du XVe siècle. Il a dit « Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui ». Donc c'est vraiment quelque chose que le véritable art de la vie ou le art de vivre, c'est une connexion justement qui passe d'abord avec soi-même. Sur ce côté, alors définition, citation, il y a aussi une partie où Bernard de Montréal, dans son livre La genèse du réel, aborde cette notion un peu rapidement de l'art de vivre. Quand il parle effectivement de l'évolution de l'être humain, il va dire donc ce phénomène inévitable est lié à l'évolution de l'homme et de la conscience planétaire. Les rêves nous indiquent de façon claire que le monde de la pensée est beaucoup plus vaste que nous le croyons à prime abord. Mais même le rêve demeure, pour la plupart des hommes, un plan d'expérience sur lequel il n'a aucun contrôle, exception faite de ceux qui ont maîtrisé l'art de vivre consciemment, sur les plans subtils, etc. Donc là, on parle vraiment d'art de vivre consciemment, et c'est ça qui nous sort un peu de ce rêve qu'il a voulu qualifier comme la vie. Ce côté un peu artistique, vous, dans votre livre, donc La genèse de l'homme nouveau, vous n'avez pas évoqué le terme d'art de la vie ou art de vivre. Vous évoquiez plutôt donc une notion un peu artistique apparaît dans cette citation. Donc je cite dans votre livre La genèse de l'homme nouveau. En développant un sens d'observation multidimensionnelle, vous finirez par vivre en fonction d'une conscience supérieure à l'épreuve de la manipulation exercée par le système, c'est-à-dire en étant conscient des programmes et des automatismes qui ont construit la conscience psychologique dans laquelle vous avez été projeté dès votre naissance. Et, au lieu d'être un observateur passif de votre plan de vie, vous pouvez devenir le maître d'œuvre de votre destinée. C'est là où il y a un côté maître d'œuvre, il y a un côté un peu, votre propre vie peut devenir une sorte d'œuvre. Donc là, il y a une dimension un peu artistique, esthétique, qui est très présente et donc qui fait un peu le lien avec ce côté un peu art de vie. Alors c'est vrai que l'art de la vie, on sera l'occasion de le définir ensemble, ou l'art de vivre, c'est un terme souvent utilisé, je l'ai mentionné en début, dans le langage courant, quand on parle de manière de vivre, alors, encore une fois, soit à la française, soit à l'américaine, à la canadienne ou à la québécoise. La première question que je voulais vous poser, c'est quoi la définition que vous pourriez donner, justement, à cette notion qu'est l'art de la vie, ou l'art de vivre, qui sont peut-être des choses différentes? L'art de vivre, comparé à l'art de la vie, l'art de vivre, c'est premièrement intuitif. Quelqu'un qui est dans l'art de vivre, il vit de façon intuitive. Alors, avec l'expérience, etc., plus ou moins consciente, une conscience psychologique là-dedans, de la réalité de la vie, relativement à l'intuition de l'individu. Tandis que l'art de la vie est basé sur la science de la vie. On ne peut pas être dans l'art de la vie sans être dans la science de la vie. En peinture, en art, il faut être dans la science de l'art. Voyez-vous? Que ce soit la musique ou la peinture, le chant, etc., il y a une science derrière. Il y a une étude scientifique ou relativement scientifique des différents domaines, justement, artistiques. Voyez-vous? Que ce soit le théâtre, la même chose. Il faut apprendre, il faut savoir ce qui se passe, etc. C'est relativement scientifique. Très intuitif, mais relativement scientifique. Alors, c'est la même chose au niveau de l'art de la vie. Pour avoir la paix,
pour être libre dans la vie et de la vie, si vous voulez, de l'imposition, si vous voulez, qu'on subit de la vie. Il s'agit d'être dans la science, comme j'ai dit tout à l'heure, de comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'univers, etc., etc. Voyez-vous? Alors, une personne qui n'est pas dans l'art de la vie, il subit la vie, il souffre de la vie. Voyez-vous? Donc, il n'est pas bien, il n'est pas confortable de sa vie ou dans la vie. Alors, tant qu'il ne développera pas une science, autrement dit, un savoir de la réalité systémique, autrement dit, de comment fonctionne la vie, à ce moment-là, il ne peut pas se créer un bien-être ou un art de vivre ou de la vie. C'est vrai que de prime abord, dans ce côté un peu artistique ou esthétique ou art de vivre, art de la vie, communément, on oppose un peu les deux directions. Il y a soit les profils qui vont être beaucoup plus scientifiques ou pragmatiques ou cartésiens, et d'un autre côté, il va y avoir plutôt les profils justement un peu artistiques, et souvent on va faire une distinction, on va faire une différence entre eux, même on le voit au niveau des études, où il va y avoir les études plutôt scientifiques et les études plutôt littéraires ou artistiques, et là on voit en fin de compte qu'il y a une sorte de réconciliation des deux dans cette approche artistique, où vous avez mentionné le chant, le théâtre et les autres arts, mais en fait il y a une véritable science derrière, qui était parfois occultée, ou même parfois même pas perçue par l'individu qui va se livrer à cet art-là, du coup. Ouais. Mais chaque individu qui vit son art à son paroxysme, si vous voulez, à ce moment, lorsqu'il devient virtuose de son art, il est obligé de faire une étude de son art. Il devient maître de son art, voyez-vous? Alors, pour devenir maître de son art, il doit savoir la base scientifique, autrement dit, comment dessiner, etc. Voyez-vous? Il y a des personnes qui peuvent avoir un certain talent de chant, de dessin, de musique, etc. Mais s'ils veulent raffiner et devenir un virtuose de leur art, à ce moment-là, ils sont obligés de faire des études assez approfondies de base. S'ils n'ont pas ces études de base-là, c'est purement intuitif et c'est limité. Et c'est purement psychologique, en fait. Voyez-vous? Alors, il y a des gens, par exemple, qui, par détermination ou désir, vont pratiquer, etc., la musique ou la peinture, etc. Mais ils le vivent d'une façon inconsciente. Voyez-vous? Ça a des résultats, je suis d'accord, mais ils vont le vivre de façon plus ou moins consciente ou inconsciente. Et à ce moment-là, ben, ça va les limiter dans le perfectionnement de leur art. Voyez-vous? Ce qui crée l'art, c'est la création finalement de programmes et d'automatismes surtout. Voyez-vous? Les programmes créent des automatismes. Lorsqu'on répète une expérience de plus en plus, par exemple au niveau de la musique ou du piano ou de la peinture, il s'accumule de la mémoire, donc une programmation, donc des automatismes, qu'ils soient conscients ou pas, ça n'a pas d'importance. Voyez-vous? Une personne qui est consciente de ça peut le raffiner à son maximum. Voyez-vous? Ou vers son maximum. Ça finit plus, là. Mais une personne qui n'est pas consciente de la science derrière, autrement dit des mécanismes derrière, à ce moment-là, il est limité. Voyez-vous? Même s'il est virtuose, il pourrait raffiner encore plus s'il avait la science de ce qu'il vit. Voyez-vous? Et c'est là que la conscience de la réalité systémique entre en jeu.
ou pas. Alors, les musiciens, les artistes vivent leur art de façon relativement scientifique et intuitive. Ils ne connaissent pas l'essence de ce qu'ils vivent, finalement, de ce qu'ils créent, ou de ce qui crée leur création. Bon? Ce qui fait en sorte qu'ils peuvent créer facilement, automatiquement. Bon? S'ils savaient, à ce moment-là, ils pourraient créer encore plus et raffiner tout ça. Du coup, ce qui leur permet justement de créer, d'avoir cette source de création justement continuelle, c'est ce fameux travail que vous mentionnez, c'est la création de ce programme. Pour un être éveillé, vous voulez dire? Oui, de manière globale. Oui. Ouais. Pour un être éveillé, c'est la création de programmes de façon consciente. Pour un être non éveillé, pour lui, c'est le désir qui le soutient, le désir de réussir, etc. Mais ça a des limites, là. C'est très difficile pour un individu de maintenir une volonté dans tout ça. Ça peut lui nuire même, sa santé, etc. Voyez-vous? Parce qu'il force continuellement l'énergie de façon psychologique à travers le désir. Voyez-vous? S'il connaît la science de la création des programmes, si vous voulez, s'il est ajusté à la réalité systémique, à ce moment-là, ça devient facile. C'est une question de temps et de répétition. Il le sait. Il utilise la constance. Tandis que l'être involutif n'utilise pas la constance de la même façon. Il utilise la constance à travers ses désirs. Voyez-vous? Alors, ça crée une détermination, une discipline, mais c'est très difficile pour cet être-là à maintenir tout ça. Parce qu'il n'est pas conscient de la mécanique derrière. Voyez-vous? C'est ça qui fait la grande différence. Voyez-vous? Et d'ailleurs, qu'on pense, donc là on parle effectivement essentiellement du domaine artistique, on imagine les virtuoses, mais on peut aussi penser aux sportifs. Et c'est vrai que quand on a des contacts avec cet univers artistique, la première chose que tu nous dis, c'est les personnes qui ont atteint de très haut niveau, qui sont considérées comme des virtuoses, que ce soit dans le domaine du sport artistique, ils disent en fait qu'il y a énormément de travail d'ailleurs. Oui. C'est Jacques Brel d'ailleurs qui disait pour lui, et c'était une occasion de venir sur ce concept de talent, il disait que pour lui le talent n'existait pas, et que lui c'était du travail, et qu'il travaillait comme un forcené. Ouais. Donc le talent, ce qu'il veut dire, c'est que le talent est limité. Hein? Oui, une personne peut avoir le talent de dessiner, chanter, sportif, parce qu'il a un corps développé d'une certaine façon. Génétiquement, il est porté plus facilement à être souple et fort et sportif. Alors, mais c'est pas suffisant, ça. Ce qui fait la différence, c'est justement la pratique. Voyez-vous? Mais la pratique à partir du désir, la pratique à partir d'une conscience de la réalité, c'est pas du tout la même chose. Justement, est-ce que tu pouvais justement préciser? Parce que c'est vrai que d'un côté, il va y avoir la personne qui est uniquement dans une approche qu'on va qualifier d'inconsciente, qui va un peu forcer, qui va trop y aller, et la personne justement, c'est quoi la différence? C'est quoi, c'est en termes de rythme, en termes d'intensité? Comment ça se traduit pour quelqu'un qui veut faire? C'est que lorsqu'un individu est conscient de la mécanique, ça devient facile. Voyez-vous? Il expérimente, par exemple, au niveau de la mécanique. Il est constant. Parce qu'il sait que la constance, à travers la constance, il est conscient du pouvoir de la constance. Alors, il sait qu'il utilise le temps. Tandis qu'une personne qui n'a pas conscience de ce principe-là, il n'est pas conscient d'utiliser le temps. Alors, il va perdre du temps. Ça va y tenter, ça y tentera pas, bababa. Tandis qu'une personne qui est consciente, c'est pas que ça y tente ou pas. Il a conscience
qu'il doit utiliser ce temps-là avec l'énergie qu'il a pour créer un programme qui va faciliter l'exécution par la suite. Au début, c'est plus difficile, c'est évident, mais par la suite, ça va faciliter, automatiser l'exécution. Voyez-vous? Quelqu'un qui va aux Olympiques, par exemple, un sportif aux Olympiques, c'est ce qu'il fait finalement. Mais par le désir d'avoir une médaille d'or. Voyez-vous là? C'est pas la même chose. C'est pas la même motivation, si vous voulez. C'est pas la même volonté. Du côté évolutif, la volonté vient des programmes, tandis que du côté évolutif, la volonté vient de la personne. La volonté est centrée. Tandis que de l'autre façon, la volonté est décentrée de la personne. Oui, c'est que de manière évolutive, la volonté vient de soi. Alors que de manière involutive, la volonté est extérieure, du coup? C'est ça. Elle vient de la programmation. À ce moment-là, l'individu est dans la volonté de la programmation. Ce que l'être humain croit être sa volonté. Parce qu'il s'identifie à la programmation. Voyez-vous? Alors, tandis que l'être qui est éveillé utilise, voyez-vous, comment je dirais ça? Il est dans sa volonté parce qu'il est dans l'intelligence de ce qui se passe. Voyez-vous? Il est dans l'intelligence de la mécanique, donc automatiquement, il n'y a pas d'effort de volonté. C'est pas un effort. Une volonté réelle, c'est pas un effort. Quelqu'un qui vit un effort, puis croit qu'il est dans sa volonté réelle, en fin de compte, il est dans la volonté des programmes. Autrement dit, ça prend que l'intelligence. L'intelligence vient avant la volonté. L'intelligence de la mécanique, si vous voulez, de ce qui se passe, crée la volonté. Est-ce que vous pouvez préciser ça, du coup? L'intelligence vient avant la volonté, c'est-à-dire? C'est que sans intelligence de la réalité mécanique du système, on ne peut pas vivre de volonté de vie, de volonté créative, si vous voulez. Voyez-vous? Sans ça, on est dans la volonté du désir ou des programmes. C'est la même chose. La volonté des faudrait définir la volonté des programmes en premier. La volonté des programmes, c'est basé sur l'accumulation de la mémoire, autrement dit de la charge émotive dans la mémoire, de la programmation qui s'est créée tout au long de la vie de l'individu, qui lui a été imposée par son environnement. Ses réactions à son environnement créent la programmation, sa programmation, donc l'accumulation de la mémoire, ou de l'expérience, et la charge émotive dans la mémoire. Voyez-vous? Donc, ça crée des automatismes. Alors, sa volonté provient de ces automatismes-là. Il réagit à la vie. Il va désirer être quelque chose. Mais toujours à partir de cette volonté qui n'est pas directement centrée sur lui. Voyez-vous? C'est toujours centré sur les autres, sur le collectif. Parce qu'il a toujours réagi à son environnement. Ses parents, autrement dit. Alors, il n'a jamais vécu de sa volonté propre. Il a toujours été dans l'intelligence de son lien avec le collectif. Autrement dit, dans l'intelligence de la peur. Si on peut appeler ça comme ça. Parce que c'est toujours basé sur la peur. Le lien avec le collectif est toujours basé sur la peur du jugement des autres, du rejet des autres, l'abandon des autres. Normal. Tout le monde vit ça. À un degré ou à un autre. C'est ça qui forme ces réactions de peur, c'est ça qui crée la programmation. Donc, l'individu, sa volonté est basée sur de l'insécurité, de la peur.
plus ou moins selon l'environnement dans lequel il est né. Il y en a que c'est très intense, il y en a que c'est moins intense. Donc celui qui est effectivement encore dans ce qu'on qualifie d'involution et dans l'intelligence de la peur, ça c'est une bonne notion, encore une fois le lien avec le collectif, et celui qui est dans ce qu'on peut qualifier d'évolution est dans l'intelligence du système, du coup. Ouais. Donc il ne subit plus le système de façon inconsciente. L'être évolutif subit le système de façon inconsciente. L'être évolutif, éveillé, subit le système, mais de façon consciente. Subit, entre parenthèses, parce qu'il l'utilise à ce moment-là. Dans le sens qu'il est scient du système, donc il peut utiliser le système. Tandis que l'être évolutif n'est pas scient du système. Donc il ne peut pas utiliser, il se fait utiliser. Pareil comme un animal d'ailleurs. Pas grande différence. La seule différence, c'est la conscience humaine, psychologique, qui peut amener à une conscience supérieure. Mais dans le fond, l'être humain se fait manipuler par le système de la même façon qu'un animal, excepté que dans le fond, c'est encore pire parce qu'il en souffre de ça. Il souffre de sa conscience psychologique qui, éventuellement, va l'amener à se libérer de cette conscience-là. Il ne faut pas oublier que la conscience psychologique, c'est une conscience de transition entre son animalité et sa conscience supérieure. Sa conscience supérieure étant sa conscience du système et son ajustement au système. Et son ajustement au système est basé sur son intelligence du système. Donc l'intelligence de la vie, donc l'art de la vie. C'est là on voit enfin le côté un peu scientifique, parce que dans le cas où la personne est encore dans une intelligence, on va dire, psychologique, donc involutive, elle va subir ces programmes, elle va subir l'intelligence du système, qu'on a voulu qualifier l'intelligence de la peur, et la personne qui est dans ce qu'on a qualifié dans une intelligence évolutive, donc multidimensionnelle, va être dans une véritable ingénierie, en fin de compte, de ce système. Il va avoir une vision un peu comme les ingénieurs qui comprennent des mécanismes, et qui, en comprenant les lois et les causalités, vont pouvoir jouer dessus. Alors là, on a bien les deux intelligences. On a donc l'intelligence de la peur, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence du système. Et dans l'exemple qu'on a voulu faire, où il y a quelqu'un qui veut devenir un artiste ou quelque chose comme ça, comment ça se traduit? Par exemple, si jamais une personne veut devenir, je sais pas, par exemple, chanteur ou sportif, qu'est-ce qui va distinguer, on va dire, empiriquement, concrètement, une intelligence de la peur, une intelligence évolutive? L'intelligence, ce que j'appelle l'intelligence de la peur, ce qu'on l'a appelé comme ça, c'est une intelligence psychologique, limitée, voilée. C'est un manque, il y a un manque d'intelligence du système, autrement dit, direct. Alors, à ce moment-là, la personne croit. Ça fait partie d'une certaine intelligence psychologique, certaine observation ou conscience psychologique de ce qui se passe en lui. Autrement dit, il a peur du rejet des autres, il a peur du jugement des autres. Alors ça prend une certaine intelligence pour avoir conscience de ça. Mais le problème, c'est que il se fait duper, parce qu'il est voilé par le fait qu'il n'est pas dans la science de la vie, dans la science du système. Voyez-vous? Pour se libérer de ça, de cette intelligence inférieure-là, ou conscience inférieure-là, il doit s'instruire ou être instruit du système. Voyez-vous? C'est très difficile pour une personne, j'en ai parlé souvent, c'est impossible pour une personne de se sortir ou se libérer de la conscience psychologique seule. Pourquoi? Parce que ça lui est trop occulté. La réalité systémique lui est trop occultée. Voyez-vous? Il peut comprendre tout ça. Je peux lui décrire, ou quelqu'un peut lui décrire tous la mécanique, mais il va avoir une connaissance de ça seulement. Voyez-vous?
C'est l'intégration. Autrement dit, la mise en pratique par lui-même, autrement dit, à travers son observation, autrement dit, à travers être dans l'intelligence du système qui va faire qu'il va intégrer tout ça tranquillement, pas vite. L'intégration, ça se fait pas tout d'un coup, comme les gens spirituels s'imaginent. On ne fusionne pas avec la réalité systémique comme ça. Ça ne marche pas de même. Il y a trop d'interférences, il y a trop de ce que j'appelle de la résistance psychologique pour que l'individu puisse... pas que c'est compliqué, c'est très simple. Ce qui complique, c'est tous les concepts psychologiques puis la façon de voir ou d'observer psychologique. Ou l'intelligence psychologique, justement. Il y a vraiment cette importance d'être effectivement accompagné pour pouvoir basculer d'une intelligence à une autre, et puis même de manière psychologique, vu qu'on parle effectivement des artistes et des sportifs, ils sont eux-mêmes accompagnés. Les artistes vont avoir des impresarios, et les sportifs vont même avoir des coachs, justement, parce qu'ils vont avoir une vision totale, justement, du talent de l'individu. Plus objective. Plus objective, justement. Hein? Tu sais, le nageur, par exemple, c'est difficile pour lui de se voir, là, de voir ses défauts dans la cuirasse. Là. Tandis que s'il y a quelqu'un qui l'observe, à ce moment-là, il va lui dire, tu sais, si tu veux aller plus vite, plus rapidement en nageant ou en courant, corrige ça. La personne qui le coach a une certaine expérience. Voyez-vous? Ou beaucoup d'expérience. Alors, il est objectif. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, la personne peut prendre avantage de ça. Si elle est suffisamment ouverte à la critique, justement. Et c'est là où on voit que, justement, que dans tous les domaines, donc là, on parle de la conscience, mais que sur le domaine artistique ou sportif ou dans tous les domaines, si on va atteindre un certain niveau d'excellence et même dépasser un niveau, il y a forcément un accompagnement. Ouais. Même dans le psychologique, il y a un accompagnement qui est là, comme vous le dites, pour avoir quelqu'un qui a une vision objective. Ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a peu, c'est rare d'avoir des personnes qui se disent oui, j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour m'accompagner. Et même certains sportifs, justement, qui ont passion entre guillemets percé, ils le disent à la fin parce que j'ai pas su m'entourer des bonnes personnes. Ou de m'accompagner. C'est ça. Puis dans le domaine psychique, c'est encore plus subtil et complexe. Ça, facile de se faire avoir. Alors, les gens, ils réalisent pas ça. Ils veulent être autonomes, puis ils comptent sur leur capacité intellectuelle, etc., mais c'est pas suffisant. C'est jamais suffisant. Même si une personne est extrêmement développée au niveau du QI, au niveau intellectuel, ça n'a pas d'importance. Ça va lui nuire même. Voyez-vous? Alors, c'est ça que les gens doivent réaliser, c'est que ça prend... il faut qu'ils réalisent qu'ils sont enfermés dans une conscience qui occultifie la réalité. Puis ça fait des millénaires, depuis que l'homme est homme, que c'est comme ça. Ce qu'ils appellent l'astral, c'est l'accumulation de tous les concepts, tout ce qui n'est pas ajusté à la réalité systémique, tout ce qui est intuité de la réalité systémique, mais tout ce qui n'est pas ajusté de la réalité systémique. Autrement dit, les perceptions intuitives, etc. Alors, qui fait partie que le système a créé finalement à travers la création par l'homme de toutes sortes de concepts. C'est enregistré dans le système, ça. C'est pas en dehors du système. Voyez-vous? C'est juste que c'est des programmes qui ne sont pas ajustés à la réalité du système. C'est dans ce sens-là qu'on doit se libérer, être libre dans la programmation. On peut ne pas subir parce qu'on est dans l'intelligence de ce qui se passe. C'est ce que vous disiez justement en préambule, quand vous aviez dit,
que ce qui est côté de l'art de la vie, c'est avoir la paix dans la vie. Justement. Il y a quand même, on est quand même dans le programme, on est quand même dans cette espèce de d'ingénierie énorme, et c'est de pouvoir vivre justement dans cette ingénierie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on l'a dit plusieurs fois, mais quand on parle d'art de vivre, et c'est très courant dans les milieux ésotériques, de dire voilà, je vais m'isoler, je vais devenir le nouvel ermite, et en fait il y a une sorte de détachement, il y a une sorte de fuite, alors que là, c'est notre capacité d'être toujours dans le système, dans la vie, mais d'avoir quand même la paix. C'est vrai que c'est assez subtil d'arriver à cette paix-là, tout en étant connecté avec notre environnement. C'est ça, c'est facile, c'est facile pour les yogis de méditer, puis de faire toutes sortes de choses, mais ils sont pas en contact avec le monde, avec la vie. Ils sont tout introversés. Quand on fait rien, c'est évident qu'il se passe moins de choses. C'est évident. Mais on n'évolue pas comme ça. On ne peut pas évoluer comme ça. La seule façon que ça évolue à ce moment-là, c'est au niveau spirituel. Les gens s'imaginent une sorte de choses. Ils s'imaginent en fait ce qu'ils devraient vivre en s'ajustant à la réalité systémique finalement. Mais ils ne peuvent pas voir que c'est cette réalité-là qu'ils perçoivent, qu'ils spiritualisent. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on peut être en puissance dans la vie. C'est pour ça que les gens veulent toujours se détacher de leur corps. Mais dans le fond, ils tendent à se détacher de la programmation, mais ils ne savent pas. Ils veulent se détacher de leur corps. Les sorties hors corps, c'est ça. Oui, les fameuses... c'est les sorties astrales. Sorties astrales, c'est ça. C'est la personne qui se détache de sa programmation. Ils ne savent pas, c'est évident. Ils pensent qu'ils se détachent de leur corps. L'identification à la programmation est tellement puissante que c'est le corps puis la programmation, c'est la même chose. Ça fait corps, justement. Et on retrouve aussi ce sentiment, de la même manière que l'individu veut faire sa sortie astrale pour sortir de son corps, et on retrouve vachement aussi ce sentiment de vouloir sortir de ce système, sortir de cette vie. On voit beaucoup ça là, dans les choses un peu aussi ésotériques. Par exemple, venez en haut de cette montagne et des extraterrestres vont venir vous libérer, vous chercher. On retrouve aussi beaucoup ça, comme quoi la Terre est sous une espèce de dôme. On parle du dôme, on parle de la tube. Il y a vraiment ce sentiment où l'être humain, même dans ses réalisations artistiques, les séries, etc., voit l'humanité comme enfermée, et qu'il y a quelque chose d'extérieur qui doit venir nous libérer. Alors le Messie, ou des extraterrestres, ou des choses, mais c'est vrai que c'est toujours extérieur. Et nous, on peut rien faire. Nous c'est fini. Il y a une réalité derrière ça, dans un sens. OK? Si on regarde ça comme il faut, plus précisément, il y a une réalité. C'est le fait, par exemple, ce qui est à l'extérieur, c'est que c'est la réalité systémique qui leur est occultée. Voyez-vous? Mais ça, ils ne peuvent pas le voir, là. Mais c'est ça, en fait. Alors, lorsqu'un individu commence à vit un processus et commence à réaliser certaines choses, commence à intégrer cette réalité-là, il se rend compte que c'est ça qu'il a toujours perçu, finalement. Voyez-vous? Intuitivement. Toutes les religions toutes les philosophies, toutes les religions, tous les concepts sont basés là-dessus, sont basés sur l'intuition de cette réalité-là. On le vit tous les jours. On fonctionne vibratoirement. Mais les gens ne savent pas. Ils ne peuvent pas le voir. D'ailleurs, l'intégration, c'est la capacité d'observer les mécanismes vibratoires qu'on vit tous les jours, qu'on vit dans nos relations, etc. Plus l'individu est en mesure de l'observer, ça, plus il intègre. Mais pour l'observer, il ne
Premièrement, il faut qu'il soit instruit sur cette réalité-là, qu'il soit amené tranquillement à dévoiler, désocculter cette réalité. C'est pas évident. Parce que moi, mon expérience avec les gens en consultation, il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Ce que j'appelle la résistance, c'est les automatismes, les habitudes psychologiques, la façon de penser psychologique, c'est tout un monde. C'est toute une approche totalement différente. C'est ça qui empêche l'individu de se connecter avec cette réalité-là. Les gens qui parlent, excusez, les gens qui parlent de double, qui parlent à leur double, etc., dans le fond, qu'est-ce qu'ils vivent, là? Hein? Parce qu'ils le vivent à partir de leur conscience psychologique, donc ils vont interpréter de façon psychologique ce qui leur parle dans leur tête. Voyez-vous? Ça peut aller loin, là. C'est là, on a parlé de ça de manière plus détaillée dans la vidéo sur l'hermétisme psychologique, mais c'est là qui est assez paradoxal et qui montre vraiment l'importance d'avoir justement quelqu'un, donc comme le coach ou sportif, c'est que d'un côté, les personnes vont intuiter cette réalité, et de l'autre, elles vont dans le même temps vraiment interpréter continuellement. Ah ouais, c'est que plus la personne va être sensible, plus elle va intuiter, mais plus elle va avoir tendance à interpréter. Et c'est comme si plus on est proche du but, plus en fin de compte on a un énorme potentiel de dévier justement, d'aller dans le spiritisme, d'aller dans le yoga, etc. Ouais. C'est là où il y a vraiment ce côté où on a vraiment besoin de pouvoir passer de l'autre côté, parce que sinon en fait on va être embarqué par nos propres interprétations en fait. Voilà. Ouais. C'est ça que j'appelle la résistance psychologique. C'est ça qui empêche complètement. Il y a comme une barrière, un voile très épais, qui empêche l'individu de voir à travers l'interprétation. Plus un individu prend conscience de ce voile-là, qui en passant est le fait de l'individu de s'identifier à la programmation, ou à sa personnalité, si vous voulez. C'est ça qui maintient le voile. Plus il est dans la croyance de s'identifier à ça, ou à la programmation, plus le voile est dense. Alors, le rôle dans une consultation, le rôle du consultant, c'est d'édensifier le voile pour que l'individu éventuellement puisse commencer à observer par lui-même et commencer à intégrer cette réalité-là. Dans les consultations ou dans un processus, c'est pas le consultant qui va faire le travail. Voyez-vous? Il y a un travail, je suis d'accord, mais son travail, c'est de désocculter ou d'édensifier ces voiles-là. Lorsque l'individu est prêt à s'en sortir, voyez-vous? Si l'individu a pas assez souvent souffert des voiles, à ce moment-là, il va avoir une résistance. C'est comme ça que ça fonctionne. Même s'il est en consultation, il va être en résistance. Le rôle du consultant, c'est de lui faire voir la résistance. C'est pas évident des fois. Elle peut être subtile. Et vous l'avez dit, mais même dans la consultation, c'est la personne qui prend la consultation qui travaille, justement, par le fait que vous lui faisiez voir là où c'est plus dense, etc. Tout comme le bon exemple que vous avez cité, c'est-à-dire le coach qui voit le nageur en train de nager. Donc lui, il est dans son couloir de nage et le coach va lui dire après, attention, il s'est passé ça pour qu'il puisse s'améliorer. Mais c'est un travail qui doit être un peu interne pour l'individu. Ce qui se passe, c'est que
lorsque l'individu souffre, OK, du voile, souffre de la programmation, etc., qui souffre? C'est pas la programmation qui en souffre, c'est la programmation qui crée cette souffrance-là. Mais pourquoi la souffrance? C'est la personne qui souffre. OK? Mais même si la personne n'a pas conscience de ça, ça le pousse à s'ouvrir à d'autres horizons, voyez-vous, faire face à ce qu'il ne sait pas. Autrement dit, ça permet un début d'éveil de l'individu, la souffrance. Lorsqu'il est accompagné, c'est encore plus facile. Voyez-vous? S'il n'est pas accompagné, ben, il va souffrir. Il va être obligé éventuellement de entrer en contact avec une personne qui peut lui expliquer ou qui peut l'amener à prendre conscience ou à dévoiler, désocculter ce qui le fait souffrir finalement. Voyez-vous? Mais la volonté qu'il a de s'en sortir est dépendante de la souffrance de la personne. Parce que c'est la personne qui souffre. Ça, je veux dire. Et dans ce cas-là, plus la personne va souffrir intensément, plus elle va vouloir trouver les tenants, les aboutissants de cette souffrance. Moins on va avoir de choix. On n'a plus le choix, là. Ouais. Ça va dépasser ses désirs psychologiques là, de devenir conscient par lui-même, etc. Toutes la désinformation involutive là, qui l'empêche finalement d'évoluer. Donc la souffrance, c'est un peu ce qui fait que la conscience psychologique, c'est une conscience de transition. On est vraiment en gestation, en fin de compte. Et cette souffrance fait partie de ce mécanisme de gestation parce qu'elle traduit le fait que l'individu se dit qu'on n'est pas arrivé au bout. Quoi. Il y a quelque chose pour permettre le passage vers une conscience supérieure, normale, puisque la personne n'est pas ajustée à la réalité systémique. Il y a le système, ça marche comme ça, that's it. Voyez-vous? C'est immuable, ça. Alors, l'individu a à s'ajuster à ça. S'il ne s'ajuste pas à ça, il va souffrir. De plus en plus, d'ailleurs. Voyez-vous? Quelqu'un qui souffre, là, c'est parce qu'il n'est pas ajusté à la réalité systémique. Plus il souffre, moins il est ajusté. Ça devrait lui dire ça, là. Voyez-vous? Il devrait... éventuellement, il va le réaliser. Voyez-vous? Si le moindrement il est suffisamment évolué, hein, c'est le temps pour lui. Il y en a qui souffrent, mais c'est pas le temps. C'est pas le temps parce qu'ils souffrent. Parce qu'il manque quelque chose, il manque. La programmation est trop dense, c'est trop puissant. Voyez-vous? Donc, ils ont besoin de l'expérience. Ils peuvent peut-être s'en sortir dans leur vie, là, mais c'est pas garanti. Ça dépend des individus. Il y en a qui ont la tête dure. Là. Donc en fait, c'est pas uniquement la souffrance, c'est souffrance associée avec un certain montant d'expérience pour arriver au bon moment. Pour un certain niveau d'évolution, ouais. Dans générationnel, là, tu sais. Dans quel milieu il est né. Alors, vous voyez quelque chose qui... Il y a une étincelle, là, tu sais. C'est difficile à définir. Ouais, il y a une sorte de prédisposition. Il y a une prédisposition évidente. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui jurent par la spiritualité, l'ésotérisme, etc., les entités, bababi, bababa. Ils n'ont pas fini. Hein. Ils vont souffrir, pas à peu près. Voyez-vous? Tant qu'ils réalisent... L'intensité de la souffrance va faire en sorte qu'ils n'auront plus le choix à un moment donné.
Et d'ailleurs, ce côté un peu de prédisposition pour faire un peu la transposition dans le domaine un peu soit sportif mais soit artistique. Parce qu'on a bien vu qu'il y a une dimension, voilà, le talent, c'est pas quelque chose qui existe en soi, et c'est beaucoup de travail, et c'est dans l'intelligence du système, pas dans l'intelligence de la peur. Mais il y a quand même des gens, par exemple, pour, je sais pas, que ce soit pour la danse, pour le chant, pour le côté un peu artistique, les acteurs, on dit souvent, ah bah, ce gars-là ou cette personne-là a réussi parce qu'il avait énormément de talent. Donc le talent, c'est quoi? C'est une prédisposition, parce qu'il y a des gens qui ont quand même une prédisposition pour, comme pour évoluer, il y a des gens qui ont une prédisposition pour faire du sport. C'est quoi? C'est ce qu'on a vu, c'est côté un peu génétique, c'est psychologique. Ça peut être génétique et aussi psychogénétique, dans le sens que la personne est née d'une famille sportive, hein, et par exemple une famille musicale, famille artistique, peinture, etc. Une famille dans laquelle il y a un membre de la famille qui fait du théâtre, par exemple, ou qui est dans n'importe quel art. Art martial, par exemple. Même chose. L'art martial, c'est très scientifique. Pour parvenir à développer un art martial, il faut travailler, là. Il faut étudier la science de l'art de martial. Voyez-vous? Du mouvement, du corps, etc. Les réactions, ça peut se raffiner à l'extrême. Regardez Bruce Lee, à quel point il a raffiné la vitesse, etc. Je regardais des vidéos, par exemple, de chats devant un serpent venimeux, par exemple. Le chat est là, tout relax. Le serpent, il est tout près de lui. Écoute, le serpent, il décide de le mordre. Puis, il a bougé en fraction de seconde. Il évite tout ça. C'est très souple, un chat. C'est pas musclé, c'est souple. Et c'est là où on voit tout le raffinement du programme qui ont maintenu l'évolution du chat, et ce qui fait qu'il a cette souplesse parce qu'il il a d'utiliser cette souplesse-là pour évoluer et donc pour survivre. Pour survivre. À ce moment-là, le système lui est imposé. Il n'y avait aucune conscience de ça. C'est purement la survie là, qui a fabriqué le chat. Voyez-vous comment ça fonctionne? Fait que, dans le système est fait d'une certaine façon, et puis l'entité biologique qu'on appelle le chat, ben, il s'est développé comme ça. Parce que à cause de son milieu, etc., on tombe dans l'épigénétique. Fait que, ça dépend du milieu, ça dépend de... Pendant des millénaires, imaginez-vous le temps, la constance dans ça. Là. Il peut pas... une espèce ne peut pas évoluer sans qu'il y ait constance. C'est la constance qui amène la création d'un programme. Il faut être dans l'intelligence de ce que c'est la constance, comment ça fonctionne. La science de ça. On utilise le temps. On ne perd pas le temps, on utilise. Si vous ne faites pas quelque chose, si vous investissez pas du temps à faire quelque chose, ben vous perdez le temps. Vous perdez l'opportunité finalement. Mais ça ne me tente pas. Bon. Tandis qu'une personne qui est consciente de tout ça, il est dans la science de tout ça, ben, il se demande pas si ça y tente ou ça y tente pas. Il investit. Voyez-vous? On voit justement aussi parfois, alors est-ce que parce qu'ils sont dans cette espèce d'intelligence de la peur, quand on parle à des sportifs de haut niveau, ils vont dire bah oui, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, mais j'y vais quand même parce que je sais l'importance. C'est ça. Ça, c'est des raisons psychologiques. Voyez-vous là? Des motivations. Pour ça, c'est difficile psychologiquement. Voyez-vous? Tandis qu'à l'autre niveau, au niveau conscient, c'est pas difficile du tout. Simplement être dans l'intelligence de ça, puis that's it. On a la volonté d'investir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure à faire quelque chose. Voyez-vous? À faire un exercice quelconque.
ou à exercer un art quelconque, etc., 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 à investir, à absorber de l'information, par exemple. Est-ce que c'est correct de dire, du coup, que quelqu'un qui est dans l'intelligence du système, à contraire de l'intelligence de la peur, c'est quelqu'un qui ne se force jamais? Ouais, dans un sens. Ouais. Il force jamais psychologiquement. Parce qu'il est dans l'intelligence des choses, c'est facile. Mais il va investir selon l'énergie qu'il a. Le temps qu'il a aussi. Alors, s'il y a une ouverture de 5 minutes, 15 minutes, ben il va le faire. Il va investir. Parce que sans ça, il perd l'opportunité. Voyons, une personne consciente a ce sens-là de perdre l'opportunité s'il n'investit pas. Les mauvaises habitudes des gens qui fonctionnent de façon psychologique, puis qui procrastinent, etc., c'est ça. Ça me tente pas, etc. Mais on est programmé comme ça. À procrastiner, etc. C'est pas évident, là. Tout le monde est programmé comme ça. Pourquoi? Ça me tente pas. Ils n'ont pas conscience qu'ils vont perdre l'opportunité. Même si on investit une minute, au moins on investit. On maintient la constance. Voyez-vous la différence? Parce qu'on est dans l'intelligence de la mécanique. L'autre, non. Il n'est pas dans l'intelligence de la mécanique. C'est pas intelligent, si vous voulez. OK? Fonctionner à travers le désir, puis c'est pas intelligent. Ça fonctionne jusqu'à un certain point. On peut se rendre aux Olympiques. Mais peut-être au dépend de notre santé un peu plus tard. Après les Olympiques. Parce qu'on a poussé, trop poussé. On a dépensé de l'énergie vitale. Par désir. C'est comme quelqu'un on envoie sur Internet maintenant des gens qui prennent des chances. Là. Ils se promènent sur le bord d'un précipice, là, puis ils se prennent des selfies. Bon, ben ça, c'est dangereux de faire ça. Ben, c'est un peu ça qu'ils font. Par désir, pour montrer, pour se valoriser, etc. C'est toujours supporté par le programme, par la programmation qui les chevauche. Est-ce que c'est correct de dire que quelqu'un qui est dans l'art, justement, de la vie, du coup, c'est quelqu'un qui est constamment dans l'action? Parce qu'il sait que chaque temps, on peut l'investir. Il est constamment dans la conscience de l'action. Il chevauche la programmation. Il n'est pas chevauché par. Il chevauche. Il utilise. Ça ne fait pas son affaire, il ne l'active pas. Il n'est pas dans l'action de ne pas activer. Ce n'est pas une attitude psychologique. C'est juste qu'il est dans l'intelligence de ce qui se passe, donc ça ne peut pas s'activer. Pas pareil. Voyez-vous? Là, il est dans sa volonté réelle. Lorsque ça ne peut pas s'activer, il est dans sa volonté réelle. On a parlé auparavant. Parce qu'il est dans l'intelligence de ce qui se passe. Ça se transmet automatiquement. Autrement dit, lorsque l'individu n'est pas en conscience de la réalité systémique, des programmes, etc., des automatismes, il est inconscient de ça, de ces mécanismes-là. À ce moment-là, les mécanismes ont le beau jeu. Voyez-vous? Lorsqu'il est conscient de ça, les mécanismes perdent de leur puissance. Parce qu'il est conscient en temps réel de la mécanique. Voyez-vous? L'observation multidimensionnelle, c'est le fait d'être dans l'intelligence de la mécanique.
On appelle ça de l'observation, mais les gens méprennent observation psychologique et observation multidimensionnelle. Très facile, tu sais. Ils croient que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Dans ce côté aussi art de la vie, est-ce que c'est être aussi est-ce que c'est vrai de dire que c'est aussi être dans une approche artistique de sa propre vie, justement, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, d'être un peu créatif, etc. C'est que ça. C'est rendre sa vie comment je dirais ça, non? C'est être dans l'art de la vie. Autrement dit, vivre sa vie de cette façon-là en étant dans l'art de la vie. Autrement dit, on se raffine continuellement. Voyez-vous? La vie devient intéressante. Voyez-vous? Parce qu'on est conscient de ce qui se passe. On investit, on raffine, etc. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui n'a pas conscience de ça, elle peut le vivre psychologiquement jusqu'à un certain point, je suis d'accord, mais c'est limité. Elle le vit de façon intuitive. Et lorsqu'on le vit de façon scientifique, c'est totalement... On a le pouvoir de... Tandis qu'une personne qui le vit de façon psychologique, c'est fortuit. Ça arrive pas. Ça arrive pas. Voyez-vous? Il y a ce fameux facteur chance. On se dit, voilà, bah, j'ai eu la chance. Relativement, oui. Ouais. C'est circonstanciel, là, ça dépend de... C'est intuitif. Fait que, ils ne peuvent pas répéter l'expérience comme ils veulent. À volonté. C'est la différence. Tandis que l'être qui est éveillé à la réalité systémique, il peut répéter l'expérience à volonté. C'est la différence. Il est en puissance de vie, donc dans l'art de la vie. Pour commencer un peu à conclure, est-ce que c'est correct de se dire justement qu'on est dans cette intelligence de la vie qui s'oppose à cette intelligence du système, pardon, qui s'oppose à ce qu'on a voulu appeler l'intelligence de la mort? Est-ce que c'est correct de dire en fait que tout est possible, même si c'est un mot qu'on entend beaucoup, que dans cette vie en fait oui on peut devenir n'importe qui, on peut atteindre des sommets. Est-ce que théoriquement, et avec cette approche multidimensionnelle, qu'on est dans l'art de la vie, oui, tout est possible, ou il faut quand même prendre en compte certains facteurs, une psychogénétique, etc. Tout est possible, dans le sens que on peut se reconstruire. D'ailleurs, le processus, c'est un processus de reconstruction de la personne ou de la programmation. Il se reconstruit une programmation. L'homme nouveau se construit une programmation de façon consciente. Contrairement à la programmation de base qui est totalement inconsciente et à laquelle l'individu inconscient s'identifie. Voyez-vous? Donc, il est limité par le fait qu'il est chevauché par une programmation. Il n'a pas conscience. Voyez-vous? Il la sent, whatever, là, il peut le sentir jusqu'à un certain point. Tandis que l'être qui est éveillé, il chevauche la programmation. Il se sert. Il peut faire ce qu'il veut avec. Voyez-vous? La programmation est là, elle est active, mais elle est dépendante de la conscience de l'individu. Voyez-vous? Alors, l'individu qui est dans l'art de la vie, c'est comme ça qu'il vit sa vie, en raffinant sa vie continuellement comme ça. La vie devient intéressante à ce moment.